Professeur Zhang Weiwei, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans l'émission. Vous êtes professeur à l'université Fudan, auteur de nombreux ouvrages et une voix majeure pour aider les Occidentaux, les Américains et les anglophones à mieux comprendre la Chine. Je ne veux donc pas vous faire perdre de temps, car nous avons beaucoup de sujets à aborder. Je voulais commencer par la question militaire. Nu venus kawa institutua institutum Tariken de Shanghai, Reisu Sino-Américain. L'une des choses les plus frappantes que je remarque, c'est que ce soit au Pakistan ou en Inde, les médias occidentaux ont du mal à comprendre pourquoi les avions chinois, comme le JZC, se sont révélés si efficaces pour le Pakistan. Le commandement Indo-Pacifique fait également des rapports aux médias grand public occidentaux presque quotidiennement désormais. Mais personne ne prête attention au fait que l'armée chinoise devient bien plus compétitive et que la dissuasion dont les États-Unis ont besoin pour s'engager à propos de Taïwan devient de plus en plus cruciale. Pourriez-vous parler de la puissance militaire de la Chine? Quelle est sa place dans le contexte plus large de l'ascension de la Chine? Vous savez, l'approche chinoise est toujours très modeste. En fait, les avions J-10 utilisés par l'armée de l'air pakistanaise ne sont déjà pas les plus avancés. Peut-être en retard d'une décennie par rapport aux avions actuellement utilisés par l'armée chinoise. Et cela concerne l'exportation. C'est une version repensée, mais elle reste efficace. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'approche chinoise de la guerre moderne. Cela pourrait être transformateur. On l'appelle l'approche systémique et intégrée. Si l'on observe ce conflit aérien entre le Pakistan et l'Inde, il s'agit d'AWACS à la chinoise, de J-10, puis de ses missiles, les PL-15. Ils sont donc reliés par cette chaîne de données. Dès qu'il est découvert, on parle de découverte, de brouillage et d'attaque. Tout cela fait partie d'un seul et même système qui s'est révélé très puissant. En fait, c'est toujours le modèle chinois. Quel que soit le sujet abordé dans le modèle chinois, développement, réforme économique, nous mettons toujours l'accent sur une approche systémique et intégrée. Si l'on compare la guerre commerciale de la Chine avec les États-Unis, le calcul des droits de douane par Donald Trump, etc., du point de vue chinois, ça paraît très naïf. Nous raisonnons en termes d'excédent, de déficit et de revenus des entreprises étrangères, etc. Il s'agit d'une approche très globale et systémique. Je pense donc que c'est positif, d'une certaine manière, que le monde extérieur, en particulier ceux qui sont un peu prompts à dégainer en Occident, surtout aux États-Unis, prennent davantage conscience de la puissante capacité de défense dont dispose la Chine. Et je le dis ouvertement, la culture chinoise valorise, vous savez, la modestie et le respect de la face d'autrui. Autrement dit, nous n'humilions pas les autres en public. Même pour cette soi-disant victoire du Pakistan, grâce à l'armement chinois, les médias officiels chinois n'en parlent pas. Tout cela se passe uniquement sur les réseaux sociaux chinois. C'est différent. La politique officielle reste de garder un profil bas, ne pas trop en parler. En même temps, il faut reconnaître, comme je l'ai dit, que nous considérons toujours les États-Unis comme une superpuissance. Mais j'ai dit que, pour toutes sortes de raisons, si les États-Unis préfèrent provoquer un conflit en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taïwan, Dieu nous en préserve. Nous espérons que cela n'arrivera jamais. Mais il est très probable que dès le lendemain, aux yeux de la communauté internationale, les États-Unis ne seront plus considérés comme une superpuissance. En d'autres termes, l'armée américaine subirait le même type d'échec. En ce sens, le secrétaire à la défense américain est d'une certaine manière honnête. Il a dit, selon ses connaissances, qu'un 10 Alpha K américain pourrait être coulé par le système de missiles supersoniques chinois
en 20 minutes. J'ai dit peut-être en 1 à 3 heures, mais lui a dit en 20 minutes. Peut-être avait-il de meilleures informations que moi. Eh bien, je voulais donc revenir là-dessus, car au début de l'administration Trump, lors du déclenchement de la guerre commerciale, le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi très fermement en déclarant que la Chine était prête à se battre, selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, à n'importe quel type de guerre commerciale ou autre. Quelle est la perspective du peuple chinois, de la Chine, lorsqu'une telle déclaration est faite? Parce qu'en Occident, aux États-Unis, cela a provoqué un certain choc, surtout parmi ceux des médias traditionnels qui parlent de la Chine de manière, je dirais, assez schizophrène, non? Parfois toute puissante, parfois sur le point de s'effondrer. Peut-être qu'à un certain moment, il est nécessaire de, eh bien, j'ai parlé de franchise. Sinon, il pourrait y avoir des malentendus. Le président Mao a dit célèbrement qu'il fallait parler une langue compréhensible par les impérialistes. Donc cela pourrait être une approche chinoise. À certains moments, c'est nécessaire. Et même avec cette guerre tarifaire, la Chine a aussi déclaré « Si vous voulez mener ce genre de guerre, nous irons jusqu'au bout. » Mais nous disons aussi que notre porte reste ouverte aux négociations. Ainsi, la Chine et les États-Unis ont maintenant signé un accord à Genève. Pensez-vous qu'il sera de plus en plus nécessaire, à mesure que les relations entre les États-Unis et la Chine continuent d'évoluer à l'avenir, d'être plus directes, comme l'a été récemment le ministère chinois des Affaires étrangères? Car je pense qu'aux États-Unis, l'un des grands problèmes de perception est que certains estiment que la Chine ne se défend pas suffisamment, qu'elle ne s'oppose pas assez aux États-Unis, tandis que d'autres considèrent, bien sûr, que la Chine est un grand agresseur qui cherche essentiellement à remplacer la domination américaine par sa propre forme de domination. Qu'en pensez-vous? D'après ce que je connais de la culture américaine, je pense que cette culture respecte la véritable force. Si l'on regarde la personnalité de Donald Trump, il respecte les pays forts et les dirigeants forts. Donc il n'est pas si mauvais pour les Chinois aujourd'hui de parler franchement avec leurs homologues américains afin de réduire autant que possible tout malentendu. Pour ma part, je serai très franc en parlant du modèle chinois, de l'approche chinoise. Comme je viens de l'expliquer, j'ai écrit en 2006 un article pour l'édition internationale du New York Times. J'y disais que dans le Sud global, le modèle chinois était bien plus attractif que le modèle américain. Cela remonte à de nombreuses années. Je pense que c'est aussi la façon dont la plupart des Américains vivent. Ils préfèrent un discours direct plutôt qu'un discours détourné. Et cela favorise une meilleure communication. C'est aussi quelque chose que nous avons appris des États-Unis. Eh bien, puisqu'on parle de franchise, Donald Trump, président des États-Unis actuellement dans son second mandat, décrit les États-Unis comme entrant dans une nouvelle ère dorée, tandis que la Chine, et en fait la plupart des autres pays du monde, mais surtout la Chine, serait sur la voie opposée pendant la crise des droits de douane, qu'il qualifie de frénésie. Il a affirmé très clairement que c'est l'économie chinoise qui s'effondre à cause de ces droits de douane. Pouvez-vous nous parler de la réalité de cette situation du point de vue chinois? Je sais que vous avez beaucoup écrit non seulement sur l'ascension de la Chine, mais aussi sur la façon dont cela se compare à la trajectoire des États-Unis. Vous savez, un des inconvénients pour de nombreux hommes politiques américains, à l'exception de Donald Trump, c'est leur désinformation concernant la Chine. Et bien sûr, cela s'explique par le fait que pendant tant de décennies, les médias grand public américains ont présenté une image
tellement déformée de la Chine. Pour nous, universitaires spécialisés dans les relations internationales et les relations entre grandes puissances, parfois, comme je l'ai dit, nous essayons de vous expliquer la véritable Chine une fois, deux fois, trois fois, puis nous en avons assez. Nous vivons dans l'obscurité. Nous nous en fichons. Si vous regardez la couverture médiatique américaine de la Chine aujourd'hui, il s'agit toujours de la bulle immobilière, du chômage des jeunes et de la dette publique. Tous ces problèmes sont en train d'être résolus. C'est tellement extravagant. Je pense donc qu'il faut être sur place, venir en Chine et mener des enquêtes de terrain comme nous le faisons ici. Nous revenons tout juste de Yiwu, le plus grand marché de ce qu'ils appellent les petites marchandises en Chine. Mais en réalité, il s'agit aussi de grandes marchandises. J'ai vérifié auprès des propriétaires de nombreux magasins, ainsi qu'auprès du gestionnaire de cette ville, de ce complexe. Il m'a dit qu'à Yiwu, dans ces manques du marché, au maximum 5% over des douanes. Pour 95%, il n'y a absolument aucun impact. 95%. No impact whatsoever. Even of these 5%, because Même parmi ces 5%, en raison de la guerre commerciale et des tarifs douaniers qui ont commencé il y a 7 ans, ils se sont déjà diversifiés. Ainsi, bien qu'ils subissent un peu les conséquences des États-Unis, ils se sont également développés en Asie du Sud-Est et en Russie. L'ambiance générale est donc très positive. C'est très différent d'il y a 7 ans, lorsque la guerre commerciale venait de commencer. Aujourd'hui, j'appelle cela une unité à la fois à la base et au sommet de la direction. Ils sont très unis. Ils pensent très clairement. Les États-Unis sont évidemment sur le déclin. Comme nous l'avons dit il y a 80 ans, oui, désormais, les États-Unis dépendent économiquement de la Chine, plus que la Chine ne dépend des États-Unis. Et aujourd'hui, cette opinion est à peu près la vision dominante en Chine. Pour revenir à votre point précédent, vous avez mentionné la façon dont la Chine est représentée dans les médias occidentaux, et cela concerne tous les aspects. On présente la Chine comme étant en train de s'effondrer économiquement, qu'elle ne rattrapera jamais les États-Unis, c'est d'ailleurs une tendance récente, et sur le plan militaire, on affirme que les États-Unis doivent dissuader la Chine d'entrer en guerre, alors que l'armée chinoise serait bien plus faible que celle des États-Unis, et ainsi de suite. La perception de la Chine dans le monde est souvent présentée comme étant en déclin. Mais vous avez écrit sur ces piliers du pouvoir mondial, qui sont essentiels pour évaluer où se situe un système social particulier, ou, comme vous l'appelez, la Chine, un État-civilisation. Pourriez-vous parler de ces piliers et donner votre analyse de la direction que prennent les États-Unis et la Chine? En fait, je me souviens de M. Borrell, qui était le haut représentant pour la politique étrangère de lui-même jusqu'à l'année dernière. Il a dit quelque chose il y a environ 1 an et demi qui était bien formulé. Il a dit qu'aujourd'hui, tout le monde dans le Sud global sait que sur les plans économiques, technologiques, militaires et idéologiques, quelles que soient les ressources de l'Occident, le Sud global dispose désormais d'alternatives pour remplacer l'Occident dans ces 4 domaines. Pour ma part, je considère donc ces 4 domaines, économiques, technologiques, militaires et idéologiques, comme les 4 piliers qui soutiennent l'hégémonie occidentale ou l'hégémonie américaine sur le monde. Lorsque nous constatons que cette unipolarité évolue rapidement vers une multipolarité, ce qui est déjà une réalité, cela signifie également que ces 4 piliers de la prédominance occidentale ont été ébranlés. En d'autres termes, si l'on ne considère que ce mur tarifaire, il se reflète dans ces 4 domaines. Sur le plan économique, les États-Unis dépendent davantage de la Chine, comme de nombreuses chaînes de supermarchés américaines s'en rendent compte.
Sans des importations continues en provenance de Chine, les rayons se videraient rapidement. Sur le plan technologique, si l'on regarde Huawei et Deepin, ils sont à la pointe de la nouvelle révolution technologique internationale. Nous étions chez Huawei il y a seulement 2 jours, et ils anticipent énormément. Ils sont très tournés vers l'avenir. Je ne pensais pas aux États-Unis comme exemple, mais à l'Allemagne. Not United States example, German example. Germans produce this. Les Allemands ont lancé ce qu'on appelle l'industrie 4.0 allemande, il y a 10 ans. Et la Chine s'est inspirée de ce plan allemand pour initier sa stratégie Made in China 2025. Ce n'est pas une copie, mais ils s'en sont inspirés. Et l'industrie 4.0 allemande a complètement échoué. L'une des principales raisons est que sous la pression des États-Unis, ils n'ont pas été autorisés à utiliser les produits 5G de Huawei. Or, sans la 5G, il est impossible d'avoir une économie intelligente. Sur le plan militaire également, comme je l'ai mentionné à l'instant, il existe l'évaluation selon laquelle chaque camp peut couler tous les porte-avions américains. Sur le plan idéologique, lorsque la Chine a avancé cette idée de discuter ensemble, de construire ensemble, de bénéficier ensemble, c'est l'initiative BRI. C'est une idéologie. BRI initiative. It's an ideology. It's about equality. Il s'agit d'égalité et de bénéfices mutuels, en mettant l'accent sur les moyens de subsistance des populations. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'initiative La Ceinture et la Route a été si bien accueillie à l'étranger. À la fin de l'année dernière ou de l'année précédente, environ 150 pays et plus de 5000 projets étaient déjà impliqués, avec plus de 1000 milliards de dollars investis. Donc cela évolue. En d'autres termes, aujourd'hui c'est déjà différent, c'est la multipolarité. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas seulement la multipolarité ou un monde multipolaire, mais aussi plusieurs ordres. C'est encore en cours de construction et nous devrions travailler ensemble. Espérons que les États-Unis se joindront à nous, mais ce n'est pas facile. L'Europe se joindra et les citoyens du monde s'en réjouissent. Et peut-être, dans la minute ou 2 qu'il me reste, pensez-vous que les États-Unis et la Chine sont plus proches de la guerre maintenant, ou plus éloignés, avec l'avènement de la transition de Biden à Trump? D'après ce que j'ai observé, en réalité, l'armée américaine est bien plus prudente que la Chine. Ce sont les politiciens américains, les membres du Congrès, ils sont très arrogants. Et donc, au final, je pense que les États-Unis ont un dicton. Si nous sommes en concurrence et que nous les rejoignons, j'espère qu'ils viendront pour les États-Unis. Merci. Oui, professeur Zhang Weiwei, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci, Denis. Merci.